Le terroir français est sans aucun doute le meilleur ambassadeur du pays à l'étranger. Depuis des siècles, les vins et spiritueux français sont synonymes de luxe et de qualité dans le monde entier. Parmi les vignobles les plus connus et les plus appréciés, le Bordelais figure en bonne place. Le château Smith-Olafite produit depuis le XVIIIe siècle des millésimes d'exception. Florence Catiard, propriétaire de Smith-Olafite depuis 1990, nous parle avec dévotion de ce grand cru classé. On n'est pas vraiment propriétaire, on est passeur, puisque c'est un château qui a 6 siècles. Et nous, c'est vrai qu'on a englouti la fortune qu'on avait à l'époque sous nos pieds et qu'on est très heureux depuis parce que c'est une illusion de pérennité d'élever un grand cru. Et on sait très bien qu'ensuite on passera la main, j'espère, à une génération qui nous prolongera. Peut-être pas nos filles parce qu'elles réussissent très bien dans des voies parallèles, mais peut-être les petits-enfants qui sont déjà là et qu'on va attendre. Quand on est arrivé, c'était un glacis chimique. Les Anglais avaient été là pour le rendement, ils n'étaient pas là pour la qualité. Nous, on a complètement inversé ces tendances puisque aujourd'hui, vous voyez, nos sols respirent, vivent, il y a des petites graminées, il y a des coccinelles dans nos vignes qui mangent des araignées rouges, il y a des typhlodromes. Certains insectes utiles ont été réintroduits par nous d'ailleurs. Et on essaye d'être aussi naturel et organique qu'on peut l'être. On fait notre propre compost, on travaille la vigne à l'ancienne, on sauve les vieux cèpes comme ces Cabernet Francs qui ont un demi-siècle parce qu'ils nous intéressent. Les vignes, c'est quand même passionnant parce qu'on peut lire une vigne comme un marin peut lire une mer. Certains n'y voient que du vert, là où d'autres n'y verraient que du bleu. Et quand vous circulez à vélo tous les jours, comme nous, vous participez à la vie de la nature. C'est un peu une paysannerie de luxe, si je puis dire, mais c'est passionnant. Ensuite, vous avez toute l'étape de la dégustation, où là, vous faites votre vin, comme un parfumeur assemble ses jus. Nous, c'est pareil. Et ensuite, vous partez, alors là, comme ambassadeur de votre grand cru classé aux 4 coins du monde. Et même si votre chiffre d'affaires est tout petit, même si c'est un métier d'artisan, vous avez l'impression d'être les porte-paroles et les héros d'une France au sommet de sa noblesse. Alors, dans le cuvier, on a vu des grandes cuves en bois, de chêne, dans lesquelles on fait la fermentation alcoolique, suivie de l'extraction de la couleur. Donc, le vin reste à peu près 1 mois et demi dans ces grandes cuves en bois. Et ensuite, on sépare le vin des pots et on met le vin dans les barriques que vous avez sous les yeux. Et là, le vin va rester 18 à 20 mois pour l'élevage. Pour l'élevage, on utilise 80% de barriques neuves et 20% de barriques qui ont déjà servi une fois, sachant que la plupart des barriques sont faites chez nous, puisqu'on a notre propre tonnellerie, et ce sont des barriques de chêne français exclusivement. Là, j'en ai une devant moi, dont le bois vient de Tronchet, qui est sans doute la forêt la plus connue pour les barriques. Un petit détail décoratif, les barriques sont rouges au centre parce que quand on met le vin en barrique, tout se fait avec des pompes, des tuyaux. Donc immanquablement, on fait des taches, on en voit encore quelques-unes ici, des coulures, c'est pas très joli. Donc on prend un petit peu de lit de vin et on peint la barrique en rouge au centre pour cacher les coulures.
Alors avant de le mettre en bouteille, il faudra assembler les différents cépages, les différentes parcelles. Là, j'ai la parcelle apparemment 21 et 22 bis. De l'autre côté, c'est M1, ça doit être du merlot. Donc tout ça va être assemblé. On mettra les meilleures parcelles, les meilleurs cépages pour faire le château Smith Lafitte. Nous sommes dans les chais de rouge du château Smith Lafitte, qui est un grand cru classé de Grave et que nous avons l'honneur d'élever, ou alors c'est peut-être lui qui nous élève, je ne sais pas trop, mais depuis maintenant 15 ans. Aujourd'hui, dans les crus classés, tout le monde a du fruit mûr et tout le monde a un beau dosage. Alors nous, on est plutôt plus sur la myrtille ou la framboise que sur la cerise, par exemple, mais ça dépend un peu des terroirs. Mais derrière, on a ces arômes balsamiques, on a ce petit nez de fumée qui vient de nos pierres semi-précieuses, et on a cette élégance inimitable des grands crus classés de Grave à leur maximum. Et j'en veux pour preuve les grands millésimes de Houbrion, par exemple, qui est notre maître à tous dans les crus classés de Grave, ou à Smith Lafitte en 1998, comme disent nos amis belges ou luxembourgeois, ou en 2001 aussi, on atteint ce sommet avec des histoires un peu différentes selon les millésimes. Parce que là, on a à la fois, on a tout. On a tout ce qu'il faut et rien de trop. On a la puissance, mais on a l'élégance. On a l'équilibre, mais on a la volupté en fin de bouche. Enfin, je vous le conseille, hein, sur un grand dîner. C'est un peu dommage de le goûter à l'apéritif. Non loin de Bordeaux, la région de Cognac est son vignoble unique au monde. Les amateurs d'alcool fin savent apprécier le caractère exceptionnel de cette eau-de-vie française. Pour obtenir une telle qualité, le vieillissement en fût de chêne doit durer au minimum 2 ans et demi. La Maison Martel nous a ouvert les portes de sa cave pour une dégustation très privée. Bienvenue dans la Maison Martel. Je voudrais vous montrer comment on déguste. C'est souvent quelque chose de simple, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on déguste. Là, j'ai choisi 3 cognacs différents, 3 cognacs de la gamme Martel bien sûr. Un cognac jeune, le VS, qui est encore un cognac marqué par le raisin, qui est encore plein d'arômes fruités et floraux proches du raisin. Et puis 2 cognacs un peu plus âgés, le Cordon Bleu qui est construit autour du cru Borderie, et puis notre XO plus classique construit autour du cru Grande Champagne. Alors, pour déguster, très classiquement ici à Cognac, nous utilisons ce qu'on appelle des verres tulipes. Vous voyez, ce sont ces verres qui se referment en haut, ce qui permet de concentrer les arômes et d'avoir une dégustation plus précise. La première chose que nous faisons en général, c'est d'adviner le verre, histoire d'enlever toutes les odeurs indésirables qu'il pourrait y avoir dans le verre. Et la première chose à faire lorsqu'on déguste un cognac, c'est regarder la couleur. Il est important de regarder la couleur parce que la couleur va donner une indication sur la durée du vieillissement des eaux-de-vie qui sont assemblées. En fait, les couleurs plutôt dorées, brillantes, pas trop sombres, traduisent un cognac relativement jeune. L'autre point important, c'est de faire tourner le cognac le long du verre et de regarder les larmes qui vont se former le long du verre, parce que ces larmes traduisent la richesse et la complexité du cognac. Plus un cognac est jeune, plus les larmes vont se former rapidement et plus elles vont couler rapidement sur la paraison du verre. Ensuite, on approche le cognac tout doucement près du nez, sans trop le remuer, juste pour avoir les premières impressions olfactives. Ensuite, on va essayer de faire parler le cognac, de le libérer un petit peu. Et là, on commence à avoir beaucoup plus de complexité. Les arômes qui viennent sont des arômes un peu plus lourds. Alors, il y a les arômes de vanille qui sont amenés par la barrique, par le vieillissement en barrique. Et puis aussi les arômes de fruits. Et les fruits, là, ce sont des fruits blancs. Ça rappelle un peu la pomme, ça rappelle un peu la poire. Donc quelque chose qui est encore très frais, très agréable. Maintenant, on va pouvoir le déguster en bouche. Là, c'est un cognac qui reste frais, c'est un cognac jeune, bien équilibré, agréable à déguster dès à présent. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le même exercice sur le Cordon Bleu. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que la couleur a évolué. On va voir qu'on est sur une teinte un peu plus sombre,
c'est-à-dire quelque chose qui traduit l'évolution de la couleur en barrique. On a des reflets acajou, on a quelque chose d'un petit peu plus ambré. Là encore, on regarde les larmes et les larmes vont être plus lentes à se former et elles vont couler plus doucement sur le verre. Premier nez, beaucoup plus confit, des notes de fruits confits. Ça rappelle un peu les panières de fruits confits de Noël et on a toute cette richesse aromatique qui montre une certaine maturation des arômes en barrique. On y trouve bien sûr l'abricot confit, l'ananas confit, le zeste d'orange. Et puis très important sur cordon bleu, au départ on avait sur le VS cette note de vanille, ici là encore la note épicée a évolué. Et on est sur une note un peu plus cannelle, quelque chose de très gourmand, de très pâtissier. On a quelque chose qui est très agréable au nez. On va pouvoir le déguster en bouche. Là en bouche, on a quelque chose de très rond, très plein, qui remplit complètement la bouche et qui donne cette impression de fruité et de longueur. Pour finir cette dégustation, on va goûter le XO. Le nez, très différent. On est sur les fruits secs, on est sur quelque chose qui rappelle l'amande grillée, la noisette, des notes très agréables, très différentes, très sophistiquées. À l'agitation, on retrouve toute la caractéristique du style Martell, c'est la fraîcheur et l'élégance. On retrouve cette note un petit peu d'agrumes qui revient tout de suite après. En bouche, ça attaque sans doute un petit peu plus doucement que le cordon bleu, mais c'est plus long, plus soyeux, ça reste très longtemps en bouche et la fin de dégustation est absolument magnifique. On a tous les arômes que nous avions au nez qui remontent dans un bouquet très complexe et qui laisse une impression de longueur et de suavité absolument remarquable. Ici, nous sommes dans un endroit magique. C'est le chez Jean Martell, du nom du fondateur de la maison Martell. C'est ce qu'ici les cognacés appellent le paradis. C'est l'endroit où nous conservons nos plus vieilles eaux de vie. Alors, nos plus vieilles eaux de vie, elles peuvent être bien sûr en barrique, comme on peut le voir ici, ou alors lorsque nous avons jugé que l'évolution en barrique est suffisante, pour stopper cette évolution, pour conserver le cognac qui a atteint son apogée, et bien à ce moment-là, nous transférons le cognac depuis ces barriques jusque dans ces Dames Jeanne que vous voyez ici. Notre plus vieille eau de vie en barrique est de 1923 et la plus vieille en Dame Jeanne est de 1830. Et c'est en assemblant ces différents millésimes, ces différents crus, que nous arrivons à créer ces cognacs d'exception. Je crois le fondement du métier de maître de chai, c'est qu'ici, on a notion du temps, on a notion des successions de maîtres de chai, non seulement de maîtres de chai, mais de tous les gens qui ont travaillé chez Martell. Imaginez que ce cognac de 1830, c'est peut-être votre arrière-arrière-arrière-grand-père qui était viticulteur, qui a taillé la vigne, qui a obtenu les raisins. Et puis nous avons continué à l'élever. Et peut-être que je ne vais pas l'utiliser et que mon successeur, ou peut-être dans 100 ans, quelqu'un aura le plaisir, la chance de l'assembler pour créer quelque chose d'unique et d'exceptionnel. C'est un petit peu arrêter le temps qui passe et c'est simplement se remémorer la vie de nos ancêtres et puis de se projeter dans l'avenir en pensant aussi qu'un jour, j'espère, nous serons toujours capables de créer des eaux de vie aussi belles. Le sud-ouest de la France n'est depuis longtemps plus le seul terroir reconnu mondialement. En Bourgogne, les viticulteurs produisent de génération en génération un vin d'exception. Parmi ces viticulteurs, la famille Latour fait figure de pionnière. Depuis 1797, le domaine Louis Latour exporte sa production dans le monde entier. Louis-Fabrice Latour nous raconte la passionnante histoire de sa famille. La qualité, c'est le terroir, c'est l'enracinement, c'est
c'est l'histoire, c'est aussi tout ce soin vigilant qu'on apporte à la partie viticulture. Nous sommes fondamentalement, et je crois que vous avez pu le constater aujourd'hui, nous sommes des viticulteurs, une vendange saine avec des rendements faibles, vendangée au bon moment, vinifiée en de très bonnes conditions, de manière très traditionnelle comme marque Horton-Grancey. Une fois que vous avez réalisé ça, vous ferez un grand vin. Tout a commencé au village d'Allos-Corton que vous avez parcouru tout à l'heure. Nous étions, nous, des vignerons tonneliers et puis très progressivement, nous avons basculé dans l'activité viticole et donc mes ancêtres ont créé la Maison Latour donc, durant la Révolution française en 1797. Et puis après, ça s'est fait, si vous voulez, on a souvent l'impression que tout s'est fait en un jour, mais à chaque génération, on a acquis des vignes, on a développé l'activité de négoce au milieu du 19e siècle. La date charnière, c'est un peu 1890, date à laquelle nous avons acquis la cuverie de Horton-Grancey, le château, et qui a été une date importante de l'histoire de la maison. Alors, le XXe siècle, ça a été l'acquisition plus des grands crus un peu en dehors d'Allos. À l'heure actuelle, une grande partie du domaine est située au cœur du village d'Allos. Mais au début du XXe siècle, mon arrière-arrière-grand-père s'est lancé dans l'acquisition de grands crus, que ce soit la Romanée, le Chambertin, le Chevalier, un petit peu en dehors de notre périmètre naturel. Et puis l'activité de négociant a pris elle plus d'importance puisque nous nous sommes relancés donc, à la fin de la Prohibition aux États-Unis, qui a été une date importante, la fin de la Prohibition en 1934. Et puis après, il y a eu la guerre. Les années 50 aussi ont été un tournant important. Mon père est arrivé, lui, donc à la fin des années 50, et il a donc tenu à développer beaucoup plus l'activité de négoce. Nous nous sommes construits lentement, tous les jours, avec toujours ce culte du 100% familial. Ça, je crois que c'est important parce que c'est très ancré chez nous, 100% familial. Moi, je dirige la Maison Latour depuis maintenant 7 ou 8 ans, puisque mon père a pris sa retraite donc en 99. Ça se fait très naturellement, il n'y a jamais eu de pression, mon père me disant « toi aussi, tu seras négociant éleveur, tu vas rentrer dans la maison », puisqu'on appelle ça la maison. Non, ça se fait naturellement, je pense qu'on goûte très jeune quelques verres de Horton-Grancey, et puis on y prend goût, on vit, on est à Beaune. Puis je pense qu'il faut aussi en voir d'autres choses que nous avons tous fait à chaque génération de la tour. Mais c'est pas. Nos interlocuteurs se disent toujours tu n'as pas eu le choix, on a dû te forcer, etc. Ça se fait naturellement, puis ça se fait quand même depuis plus de 2 siècles. On est extrêmement présent aux États-Unis, puisque c'est notre principal marché. Après, il y aura l'Angleterre qui joue un rôle fondamental, un rôle historique, puisque nous vendons depuis la fin des guerres napoléoniennes sur le marché britannique. Mais nous vendons dans une centaine de pays. Donc on essaie d'être partout. Partout où il y a un bon restaurant, un magasin fin de vente de vin, on essaie d'être dans tous ces endroits-là. Je pense que ce qui fait le charme de cette profession, c'est justement, on est à la fois très terrien, très ancré dans le terroir, et puis en même temps, on fait de tout toute la journée, avec cette impression aussi, sans que ça soit prétentieux, que le monde entier nous regarde. Parce que par définition, une maison comme la nôtre, on exporte dans le monde entier, on a des clients, les gens viennent nous voir, c'est tout de même aussi extrêmement enrichissant.
En quête de diversité, les amateurs de vin se sont tournés vers les vignobles alsaciens, dont le développement commercial date du milieu du XXe siècle. En Alsace, le vignoble du Rhingen représente le mieux la récente réussite de ce terroir. Riesling et Pinot Gris ont d'ores et déjà convaincu les amateurs. Hubert Hartmann nous parle avec passion de ce vignoble que le célèbre guide Parker a largement recommandé. Alors ici, nous sommes en plein milieu du vignoble du Rhingen, sur ce qui s'appelle le chemin Montaigne. Je suis propriétaire dans le Rhingen, viticulteur à Orschwihr, et je fais du vin depuis une vingtaine d'années, dont du Rhingen. Alors l'histoire du vin d'Alsace, c'est une vieille histoire, on peut dire, puisqu'il est fort probable que ce soit les Romains qui l'aient amené en Alsace, qui l'aient développé. Après, il y a eu une période un peu trouble, et ça s'est remis, disons, à la Renaissance. Il est attesté qu'il y a un tonneau sorti du château d'Orschwihr en 1513, je crois, et envoyé vers la cour de Bavière. Le vin s'est développé ici, surtout, il faut dire, après 1950. Avant, c'était moins commercial, disons. On faisait du vin pour ses amis, pour en offrir, pour des cadeaux, bon, pour son plaisir en gros. Ici, vous êtes au cœur du vignoble le plus cher d'Alsace, c'est le Rhingen. Ça a une particularité, le sol est entièrement volcanique. C'est la lave qui est montée dans les fissures de l'effondrement du massif hercynien du primaire. Et donc, c'est la seule partie du vignoble alsacien qui a des roches volcaniques. Comme vous voyez, c'est très raide. On est à 70% de pente. C'est très difficile à travailler. Sur ce terroir, on produit surtout des Riesling, on produit du Pinot Gris. Il y a un peu de Muscat, un peu de Gewürz, mais c'est un cépage qui ne s'exprime pas spécialement bien. Surtout le Riesling et surtout le Pinot Gris. Ce terroir est très petit, 18 hectares. Pour les amateurs de vin du monde entier, c'est pas beaucoup. C'est très cher parce que tout le monde en veut. C'est très bon aussi. Et en tout, ils ont aussi produit peut-être 40 à 50 000 bouteilles par an. Au niveau de, allez, comptez 100, 200 € pour une bouteille. Une bonne bouteille. Ce n'est pas des vins à boire dans l'année ou dans les 2-3 ans. C'est des vins qui peuvent durer 10 ans, 20 ans sans problème. You say the magic's gone, well, I'm not a magician. You say the spark's gone, we'll get an electrician and save your line about needing to be free. Oh, that's bullshit, baby, you just want rid of me. You want freedom without love. Disons que je ne cherche pas trop à pousser la vigne. Je la laisse pousser à son rythme. Je ne veux pas faire trop de raisins. Je préfère faire moins de raisins, mais qu'ils soient plus concentrés. Le raisin ici n'est jamais chaptalisé. Il n'y a jamais d'ajout de sucre. Donc il y a toujours assez de sucre dans le raisin. Mais s'il y a assez de sucre, il y a aussi assez de minéraux, il y a aussi assez d'arômes, ce qu'on mesure moins facilement. Donc le vin est plus concentré, se garde plus longtemps, et a plus de tenue en bouche, de longueur en bouche. Et c'est une chose qui est actuellement subjective, mais qu'on ne sait pas encore mesurer exactement. Mais je suis sûr qu'avec les progrès, on y arrivera à mesurer la qualité intrinsèque d'un vin.
Bien sûr, les vins secs ou les vins moelleux ne s'utilisent pas de la même façon. Les vins secs sont très grands vins de repas, très polyvalents parce que ce sont surtout des vins très charpentés, très, comme j'ai dit, avec beaucoup de bouche, beaucoup de gras. Vous pouvez les comparer facilement à des grands Bourgogne blancs, des Meursault ou des Corton Charlemagne, que j'apprécie beaucoup moi-même aussi. Et quant aux liquoreux, M. Parker a dit que c'est parmi les plus grands liquoreux du monde. Je vous laisse juger. Malgré une concurrence internationale grandissante, les vins et spiritueux français ont su maintenir leur niveau d'excellence. Et surtout, ces produits du terroir restent associés à travers le monde aux rêves et au luxe.